Oui, sur Radio Espace également aussi, sur Suite FM Guinée. Merci à vous qui nous écoutez en région. Mesdames et messieurs, on en vient à ce autre sujet. Et cette question principale, mon cher Diba Milimono, référendum au Mali, le pays s'achemine-t-il vers un retour constitutionnel? On essaie de comprendre ce matin, quand on voit un petit peu les taux d'affluence, et le dit Madame Yoro ce matin, on se pose des questions. Un taux très faible, comparé à la démographie malienne, qui est quand même en termes de démographie une puissance sous-régionale, puisque la puissance d'un pays aussi, c'est au-delà de sa géographie, c'est la population. Donc autour de 8 millions, je crois, de personnes qui participent à ces élections. Est-ce un désintéressement ou tout simplement c'est lié à la question sécuritaire? Parce qu'au niveau de Kidal, il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de référendum, parce que tout simplement, il y a des chefs religieux qui ne sont pas d'accord avec certaines dispositions de cette constitution qui a été soumise à référendum, notamment la question liée à la laïcité, qui avait été débattu, ils ne sont pas d'accord. Maintenant, Lamine, ce qu'il faut quand même constater, puisque moi j'ai consulté l'avant-projet de loi, avant même qu'on ne puisse donner ça pour légitimer un peu ce projet, c'est qu'on a, à la différence de la constitution de 1992, cette constitution-là renforce les pouvoirs de l'exécutif. On est en face de nous un régime présidentialiste, hyper puissant, parce que je vais juste vous donner certains passages. On dit que le président nomme le premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Le gouvernement est responsable devant le président et non plus devant l'Assemblée nationale qui était dans l'ancienne loi. On dit l'initiative des lois appartient concurremment au président et aux membres du Parlement et non plus au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Le président ou l'Assemblée ne pourra plus renverser le gouvernement et en sens inverse, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale. Et plus loin, on dit que d'autres points qui quand même est étonnant, on dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans l'ancienne loi, sauf que cette fois-ci, dans la nouvelle constitution, on dit que c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation et le gouvernement qui conduit la politique de la nation déterminé par le président. Donc il y a beaucoup de passages aujourd'hui qui renforcent quand même le pouvoir du futur président, ce qui amène beaucoup d'observateurs à se demander, est-ce que Goïta finalement, qui avait dit qu'il ne sera pas candidat, est-ce qu'il va vouloir ôter la tenue et se présenter? Bien malin qui pourra vous dire aujourd'hui s'il continue à caresser ce rêve-là, mais à la différence de la constitution de 1992, cette constitution-là renforce le pouvoir de l'exécutif. Voilà. Mamadou Diarra est avec nous dans cette émission ce matin. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Très heureux de vous avoir en direct dans notre émission ce matin. En préparant l'émission, d'abord, parce que ça me brûlait un petit peu la langue à poser la question, à dire, chez vous, on ne peut pas dire la junte. C'est bien cela? Ce sont les autorités de la transition. Ok. Pourquoi on ne peut pas les appeler c'est une junte, quoi qu'on dise? Bon, vous savez, le mot junte, c'est à partir d'un concept. Un concept qui est beaucoup plus exogène. Et qui participe à la visée de ceux qui l'ont conçu. Nous n'avons pas de sens à donner à ce mot. Ce qui est certain, c'est que la Constitution du 25 février 1992 prévoit, parmi les périodes de gouvernance et les formes de gouvernance possibles de la République, la transition. Et elle prévoit que dans le cas de cette forme de gouvernance, il y ait des organes de transition dirigés par des autorités qu'on appelle autorités de transition. Donc nous adoptons le lexique prévu par notre Constitution. Sauf que cette Constitution, elle n'est pas en vigueur. Si, elle est en vigueur. Ah oui? Des grandes gueules. Non, la Constitution n'a jamais été dissoute. D'accord. Bien. On va avancer. Alors, il y a eu ce référendum hier. Allez-y. Avant le référendum, c'est vrai que on sait beaucoup aujourd'hui cet esprit anti-français qui de plus en plus gagne du terrain au Mali et dans d'autres pays d'ailleurs. En quoi le concept junte, le concept junte peut-il autant déranger? La première des choses, c'est parce que si vous permettez, c'est pas pour vous interrompre, je suis parti vite fait chercher junte militaire, groupe de militaires de haut rang qui se saisissent du pouvoir politique. C'est la définition, c'est ce qui s'est passé au Mali et c'est le cas au Mali. En Guinée aussi récemment, le 5 septembre. Vous savez, comme je vous dis, tout concept créé participe à la visée de celui qui le crée. Ok? Et il y a des éléments de langage qui sont construits par une certaine orientation de la conscience publique que ceux qui veulent gouverner le monde par leur modèle imposent aux autres. Le premier signe de la souveraineté, c'est la capacité d'affranchir son esprit des couloirs de pensée dans lesquels on veut le maintenir. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, notre constitution a défini les formes de gouvernance.
et a défini les organes et institutions qui peuvent gouverner la République et a donné une appellation à ceci. Nous restons conformes à cela. Bien. Et nous sortons de ce jeu. Alors, comment comprendre aujourd'hui, parce que dernier c'est MINUSMA qu'on a mis out, RFI out au Mali, France 24 pareil, des journalistes expulsés, le pays envoie une image dont on ne comprend plus. Est-ce qu'on peut se dire que c'est vraiment la démocratie aujourd'hui au Mali? Vous savez, il est très difficile de comprendre une dynamique quand on n'arrive pas à se mettre en phase avec la logique de pensée qui la gouverne. Aujourd'hui, là où les gens voient le rejet, nous sommes en train de travailler pour la réaffirmation de la souveraineté. La réaffirmation de la souveraineté. Vous savez, on a accédé à ce qu'on appelait la souveraineté internationale à partir de 1960, n'est-ce pas? Mais dans la pratique de la gouvernance, plusieurs leviers nous ont maintenus à une certaine dépendance. Et on en est arrivé à un niveau où nos États n'étaient plus capables de décider par eux-mêmes de ce qui est bon pour leur pays, de faire leur propre choix pour ce qui les concerne directement. Et lorsqu'on n'est pas capable de décider par soi-même, selon sa conscience, de ce qui est bon pour soi, on n'est tout simplement pas capable de développer son pays. La première condition pour exister, c'est pouvoir décider pour soi. Et aujourd'hui, les principes qui gouvernent la transition sont en premier lieu celui de la souveraineté de l'État du Mali. Nous vivons notre réalité, nous sommes une vieille nation quand même, qui a connu plusieurs formes d'État dans l'histoire et qui a brillé dans le monde par le passé. Et nous avons la latitude de décider de ce que nous voulons pour nous-mêmes. Dans nos relations avec les autres, nous avons aussi la latitude de choisir quelles sont les conditions dans lesquelles nous coopérons, avec qui nous coopérons. Le problème qui se pose, c'est que quand nous avons voulu diversifier nos partenaires, certains partenaires nous ont dit non, si vous partez avec X, ce sera sans nous. Ok. Ou on va vous sanctionner. Les grandes gueules. De quel droit? Nous avons le droit de faire le partenariat avec qui que ce soit. On n'a jamais demandé à un pays de dégager. On a fixé des conditions à respecter. Et nous pensons que le partenariat doit être gagnant-gagnant. Quand je vais en partenariat avec vous, je gagne quelque chose, vous gagnez quelque chose en retour. Nous ne voulons pas de la mendicité. Nous voulons d'un échange. Ou une relation paternelle. Non, c'est ça qu'il est question. Alors, en fait. oui, ce partenaire, c'est la France. Et quand vous prenez par exemple... Il faut aussi pas la France seule. Non, pas la France seule. On a eu des problèmes à un moment donné avec d'autres pays qui n'ont pas compris, mais qui ont fini par comprendre. Ok? Et qu'on appelle ça, la France avait une relation privilégiée avec le Mali en tant qu'ancien ancien colonisateur vis-à-vis du Mali. Et l'organisation des relations internationales est faite de sorte que les pays francophones, comme le Mali, leur dossier passe obligatoirement par la France. Les relations diplomatiques entre les autres États et nos États devaient être, on va dire, observées ou surveillées ou encadrées par la France. Ce sont des conditions que nous considérons avilissantes et entravant notre souveraineté. Nous voulons avoir librement des relations diplomatiques avec tous les États, à nos conditions. Nous avons quelque chose à offrir. Nous ne sommes pas sur la scène publique en tant que mendiants. Le Mali est richissime. Nous avons d'énormes opportunités. Et tous les États qui viennent vers nous viennent avec un intérêt clair et visé. Nous sommes prêts à mettre sur la table la cohabitation des intérêts. Sur un fait, depuis les indépendances, ce que vous dites est une réalité d'ailleurs pour l'essentiel d'ailleurs des pays francophones. Même la Guinée, qui a quitté avec fracas la fameuse communauté, quelque part continue de voir son développement quand même entravé, curieusement, en tout cas pendant des décennies, par la France. C'est un fait. Mais que l'armée française arrive sur le territoire malien, notamment Serval, on le sait tous, ça, on peut trouver toutes les raisons qu'on veut, exogènes, mais c'était d'abord à cause d'une sorte de déliquescence de l'État malien qui avait du mal quand même à faire face au terrorisme au nord. Et à l'époque, l'armée française quand même était applaudie à son arrivée. C'est quand même une défaillance avant tout de l'élite malienne, de nos élites. Vous savez, nous ne sommes pas un peuple lâche. Nous ne sommes pas non plus un peuple ingrat.
nous avons toute la reconnaissance qu'il faut à ceux qui, français ou d'autres nationalités, ont donné leur sang pour défendre le Mali en un moment donné. Ouais. Et nous reconnaissons également que nous avons eu des faiblesses, nous avons eu des erreurs et que notre pays est tombé dans une crise. Toute la responsabilité n'appartient pas à l'étranger, à l'extérieur. Nous avons notre part de responsabilité. Mais par cette même part de responsabilité, nous avons le devoir de nous relever, de nous ressaisir et de reprendre le chemin qui est celui de notre peuple. Celui que nos ancêtres nous ont montré et que nos ambitions nous commandent. Et c'est cette voie que nous prenons. Si hier, la France a été applaudie au Mali, c'est parce que les conditions dans lesquelles la France est venue permettaient que cela soit fait. Après tant d'années d'exercice, l'objectif pour lequel la France était venue n'arrive pas à être atteint. C'est vrai que les premières heures de la bataille de Konna ont été applaudies. Mais après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et dans la conduite de la destinée de notre pays, les grandes gueules que nous avons pour nous aider ne peut pas être l'obstacle qui nous empêche d'avancer. Si les conditions de l'aide étaient justifiées en 2012, il se trouve qu'en 2020, 2021, 2022, ces conditions ne sont plus réunies. Parce que l'objectif n'est pas atteint, parce que les voies par lesquelles notre pays doit s'épanouir et s'affranchir sont entravées par ce partenaire qui ne comprend pas notre volonté de nous affranchir. Et dans ces conditions, on renégocie le contrat. À vous écouter, la France avait des intérêts totalement différents de ceux de l'État malien. Mais quels pouvaient être les intérêts de la France à maintenir son armée, notamment sur le territoire malien? On sait que forcément cela d'abord a un coût en termes de bilan humain, un coût financier également important. Et qu'est-ce qui pouvait amener quand même l'armée française à vouloir rester au Mali sans pour autant vous aider, comme vous le dites, à vous affranchir quand même de cette avancée et toujours menaçante du djihadisme? Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans la tentative de dévoilement des secrets des dieux, mais ce qui est certain, c'est que le Mali est un pays stratégique. Notre positionnement géographique, les ressources naturelles dont nous disposons et notre position historico-culturelle entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire est hautement stratégique. Que vous devenez un terrain avec des enjeux. Vous savez que pendant longtemps, la France a tenté plusieurs projets. Par exemple, l'Union de la Méditerranée portée par Sarkozy. Avant ça, l'OCRS porté par les autorités françaises de l'époque. C'est autant de tentatives qui cherchent à faire main basse sur les ressources du Sahel. Et le Sahel se constitue autour du Mali dans une certaine manière. Et les grandes gueules. Le Mali est quand même une figure de proue dans la marche panafricaine. Plusieurs fois dans l'histoire de l'Afrique, qu'on remonte au temps des empires jusqu'à nos jours, le Mali a toujours tiré l'Afrique vers l'unité, vers l'unification, ce qui est une menace pour la France parce que ça menace son précaré. Et comme vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis à la France de figurer parmi les 5 puissances mondiales, c'est son influence sur l'Afrique. Aujourd'hui encore, la place que la France a dans le poids que la France a dans les relations internationales dépend de son emprise sur les États africains. Et une perte de cela a des conséquences incommensurables. Pour ne citer que ceci. D'accord. Bien. Alors, on revient Mamadou Diawara, il faut le rappeler, il est sociologue, président des Jeunes pour la paix de la nation africaine. Il est notre invité ce matin. Oui, j'ai envie de dire le Mali au centre d'une guerre d'intérêts de puissances étrangères, parce que c'est vrai que avec la France aujourd'hui, c'est pas le grand amour, mais vous êtes tourné vers la Russie. Est-ce que vous êtes sûr que à cette allure, parce qu'on voit une guerre de communication qui ne dit pas son nom, où on dit que les FAMA ont tué des citoyens, ou bien c'est plutôt Wagner qui a tué des citoyens, en tout cas une guerre de communication. Comment le Mali peut-il s'en sortir? Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut venir à bout justement du terrorisme dans votre pays? Et ce que dit Hiro, si vous me permettez d'embrayer là-dessus, c'est d'autant plus important que est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que déjà des djihadistes qui sont soutenus par des États que nous connaissons finissent peut-être par avoir une sorte de sympathie, même non dévoilée, justement du côté du bloc occidental. Donc, au lieu qu'on vous aide à vous en défaire, aujourd'hui, avec l'appel au départ de la MUNISMA, est-ce que finalement, vous ne craignez pas plutôt de renforcer ces groupes-là de cette manière? Alors, premièrement, je vais commencer par le début de son propos. Vous savez,
Il ne s'agit pas de quitter un maître pour aller s'accrocher à un autre. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'exister par soi-même, de faire le choix de ses partenaires, l'indépendance sur toute la ligne, d'assumer la responsabilité de ses choix. Ouais. La Russie est un partenaire classique du Mali depuis longtemps. 80% du matériel militaire malien est russe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le partenariat avec la Russie a juste été renforcé. Oui, mais avec Wagner. Non, attention. Russie, ça pose problème, monsieur. Nous n'avons pas de contrat avec Wagner. L'État du Mali a été clair dans sa communication. Nous avons des relations diplomatiques avec la Russie. Et nombre de fois, le ministre de la Défense du Mali, les autorités maliennes sont allées en Russie rencontrer les autorités. Ça a été publiquement transmis à la télé. Et des communications. Sauf que c'est Wagner quand même qui est venu sur votre territoire. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est le fait, monsieur Diora, quand même. Écoutez, s'il vous plaît. Oui. Nous avons moi je le comprends. Non, j'arrive. Parce que reconnaître implicitement que Wagner, c'est le bras armé du Kremlin. Vous voyez un peu ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Le pont va vite être établi. Je ne saurais pas affirmer sur ce plateau ce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'État du Mali a un partenariat diplomatique stratégique dans le domaine de la défense pour l'acquisition de matériel, l'encadrement des hommes avec l'État de la Russie. Ça, je le sais. Vous n'aviez pas ce type de convention avec la France? Pour avoir été un responsable au haut sommet, j'ai quand même été chef de cabinet du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, qui a été porte-parole du CNSP. Je suis donc quelqu'un qui a été, on va dire, aux affaires d'une certaine manière. Je suis au courant de ce partenariat entre l'État du Mali et l'État de la Russie. Je n'ai jamais vu ni entendu officiellement un contrat avec Wagner, ni quelqu'un qui serait de Wagner. Alors, je ne peux pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre volonté, il y a une préférence qui est affichée aujourd'hui pour la Russie. Pour la Russie comparée. Non, c'est le partenariat avec la Russie. Oui, mais sauf on tombe dans le même scénario. On tombe dans le même scénario. Vous savez, fait du Malien terreau-fertile à une lutte d'influence. C'est-à-dire que non, on ne veut pas de la France et pour plusieurs raisons. Mais sauf que vous traitez avec l'autre. Et donc on part d'ambivalence un peu dans votre approche. La question n'est pas de dire qu'on ne veut pas de la France. Le Mali n'a jamais déclaré qu'on ne veut pas de la France. Mais ça a tout l'air. Attention, il y a des faits qui ont été traités. D'abord, c'est la France qui est la première à prendre le discours vindicatif contre le Mali. Deuxièmement, la France a posé des actes concrets que nous avons documentés et que nous avons portés là où elles doivent être portées selon la légalité internationale. Devant le Conseil de sécurité. Et nous avons discuté diplomatiquement avec les autorités françaises sur des questions précises qui nous ont amenés en toute responsabilité à prendre les décisions qui s'imposent. Alors maintenant, de la même manière, d'autres autorités qui ont posé les mêmes types d'actes ont écopé des mêmes types de sanctions. Alors sur finalement le bénéfice de ce choix du Mali, puisque il y a 2 ans, on était en train encore de discuter de la possibilité d'organiser des élections. Et l'argument qui était avancé, c'était de dire il faut d'abord que le territoire malien soit totalement conquis pour aller, n'est-ce pas, à des élections. Nous avons donc le référendum qui a été organisé hier dans les conditions qu'on connaît. En tout cas, à Kidal, il n'y a pas eu de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de dire à l'opinion nationale et internationale que votre choix a été bénéfique et que les objectifs que vous vous êtes fixés pour aller sur les questions politiques ont été atteints? Premièrement, je voudrais vous rappeler que l'organisation de ce référendum est une exigence du peuple malien. Quand la transition advenait, conformément aux dispositions de l'article 122 de la Constitution du 25 février 92 encore en vigueur, une concertation nationale a été convoquée pour réunir les forces vives de la nation. Et à l'occasion de cette concertation nationale, une feuille de route a été définie en plus de la charte de transition qui fixe 6 priorités. Et à la 6e priorité, il est demandé expressément aux autorités de la transition d'organiser un référendum pour élaborer une nouvelle constitution. Dans les médias? Non, à la fin de la transition, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la Constitution du 25 février 92, il y a l'article 121 qui disait qu'on ne peut pas organiser on ne peut pas réviser la Constitution tant que l'intégrité territoriale est compromise. Oui. Ok? Très bien. Aujourd'hui, on n'est pas dans une révision constitutionnelle, on est dans une réforme constitutionnelle. Ok. Cet article n'est donc pas applicable à cela. Ça, c'est un. Deuxièmement,
les forces là, nous ne sommes pas. C'est pas un jeu de mots, là. C'est pas un jeu de mots. Écoutez, mais je ne suis la pas. révision constitutionnelle obéit à une procédure constitutionnellement définie avec précision et je suis bien d'accord avec vous. Mais là, je parle d'engagement. Autre question. Je parle d'engagement. Je parle d'engagement. Quel engagement? Lorsque les militaires et puis les autorités de la transition disent à la CEDEAO et à tous ceux qui disaient organiser les élections, non, on ne peut pas y aller tant que nous ne sommes pas sûrs que l'intégrité du territoire est conquise. Non, attention, je précise bien. Si on va au référendum, alors en sachant bien entendu qu'on ne peut pas voter à Kidal, qu'on ne peut pas voter dans certaines régions du centre, qu'on ne peut pas voter dans d'autres régions du nord, est-ce que finalement, on n'a pas renoncé à cet engagement? Premièrement, je crois qu'il y a des éléments qu'il faut préciser. La première des choses, c'est que il n'a pas été dit qu'il faut que l'intégrité territoriale soit recouverte pour qu'on puisse organiser des élections. On dit qu'il faut que nous ayons un contrôle sur la sécurité. C'est ce qui a été dit. Y a-t-il un contrôle aujourd'hui? J'arrive. Je vais en venir, on va se comprendre. La deuxième chose, c'est que les élections ont eu lieu à Kidal. À Kidal? Oui, le référendum a eu lieu à Kidal, à Aguelhok, à Tessalit, ça a eu lieu. Peut-être dans certaines localités. C'est-à-dire dans la région de Kidal, mais pas dans la ville de Kidal. Dans certaines localités, il y a eu des incidents qui ont empêché la tenue des élections. Ce n'est pas seulement à Kidal. À Kaï, il y a eu des incidents. À Ségou, il y a eu des incidents. À Mopti, il y a eu des incidents. Il y en a eu en tout 500 incidents de localités où le vote a été compromis sur 24 000 bureaux de vote. Ou à nous faire une comparaison. Non, j'arrive, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je voudrais vous amener sur une comparaison. Aujourd'hui, de façon globale, permettez-moi d'arriver au bout, ensuite vous intervenez. D'accord. Aujourd'hui, de façon globale, sur l'ensemble du territoire, je dis bien sur 24 000 bureaux de vote, il y a eu des incidents que sur 500. On ne peut pas considérer, démocratiquement parlant, que cela puisse être compromettant pour la tenue des élections. Maintenant, nous ne sommes pas dans une situation normale, on est dans une crise multiforme, grave, qui a entamé l'existence même de l'État. Arriver à organiser ces élections dans ces conditions, dans ce délai, avec toutes les pressions que nous avons, les contraintes financières liées aux sanctions, l'insécurité interne, le terrorisme dans sa multiformité, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Bien. On va revenir dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Est-ce que notre invité ce matin réussit à vous convaincre? C'est la grosse question que je pose aux auditeurs ce matin. Mamadou Diawara, il est notre invité. On va revenir à 11h pour continuer le débat, évidemment, avec quelques contre-propositions. On continue le débat, évidemment, mon cher Mohamed, avec notre invité ce matin, qui n'est autre que Mamadou Diawara. Il faut le rappeler, il est sociologue, président des Jeunes pour la paix et la nation africaine. On continue le débat, Mohamed. Bien, ce débat, Lamine, est d'autant plus intéressant que nous parlons justement avec un acteur jeune. Ce qui sûrement explique aujourd'hui le phénomène qui est actuellement court dans nos pays. J'ai comme l'impression d'ailleurs que ce sentiment anti-français va crescendo. Certes, il était encore là, vous vous souvenez, il y a 35 ans, il y a 40 ans avec les Sankara et autres, mais depuis une dizaine d'années maintenant pratiquement au Mali, avec les échecs successifs répétés dans la guerre contre le terrorisme, les Maliens sont quand même arrivés à un niveau où ils posent des questions et ouvertement. Et je pense que de l'autre côté, cela ne plaît pas parce qu'on n'est pas habitué du côté de Paris à avoir ce type de confrontation. Parce qu'il faut l'appeler ainsi. Les Maliens aujourd'hui osent vouloir s'affirmer. Ils se rappellent de leur histoire et vous vous rendez compte chaque fois justement que notre invité parle, il remonte au Manding médiéval, au Mali médiéval, et ça c'est un discours quelque part qui dérange. C'est d'abord une histoire de géostratégie, le poids de la France dans le concert des puissances aujourd'hui. Déjà depuis une vingtaine d'années, a commencé à être atteint par la présence de plus en plus massive des Chinois dans les économies africaines. Forcément, partout, la France n'injectait plus de fonds, les Chinois arrivent et généralement avec des conditions jugées à l'époque, il y a une vingtaine d'années encore, assez facile à remplir parce que c'était, si vous voulez, des infrastructures contre, contre des matières premières, notamment les mines. On est allé ainsi, même si c'est un modèle aujourd'hui qui a atteint quand même ses limites. Il suffit de voir ce qui se passe au Congo. Et j'imagine que le même débat va se poser en Guinée d'ici quelques années, forcément. Mais la France, de plus en plus, qui est remplacée quand même sur une partie importante
de la nature de sa coopération avec les États africains. Aujourd'hui, les Chinois ont attaqué l'économie, les Russes se sont redressés parce que la Russie, après 90, la puissance russe s'était quand même estompée sur le continent. C'est normal. Mais avec le temps, les Russes commencent aujourd'hui à revenir, justement. Et ils proposent une alternative à l'aide militaire française. C'est ça, en fait, aujourd'hui, le véritable débat qui est posé. Parce que si face aux Chinois, la France devait, tout comme les États-Unis, tout le bloc occidental, aller négocier directement en Chine pour trouver leur propre marché, aujourd'hui, la différence, c'est que là, sur le plan militaire, c'est quand même des zones assez sensibles. Je ne reviendrai pas sur la parenthèse Africom avec les États-Unis. Et ça veut tout dire d'ailleurs, puisqu'ils ont été obligés aussi de partir justement de ce même Sahel. Mais aujourd'hui, en revenant à ce débat, cette question de la Constitution, est-ce que vous comprenez toute cette fronde aujourd'hui contre la Constitution malienne? Parce qu'on se dit que si l'État malien connaît les difficultés auxquelles il est confronté, c'est parce que pendant trop longtemps, on a accordé trop de pouvoir à des présidents de la République malienne. Et aussi, la deuxième question, non moins importante, c'est la question de la laïcité. Est-ce que après que le Mali ait été confronté à toutes ces attaques djihadistes, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que des Maliens élèvent la voix pour remettre en cause même le principe même de la laïcité au Mali? Merci beaucoup. Je vais commencer par le premier point avant d'arriver à la laïcité. C'est la question que du régime présidentiel fort avait évoqué. Vous savez, nous avons tiré les enseignements de la gouvernance qui a été faite sur la base de la Constitution du 25 février 1992 pendant les 30 dernières années. Et il en a résulté un certain nombre de défaillances, parmi lesquelles c'est-à-dire la faiblesse du modèle. Vous savez, c'est comme on dit en démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et donc toute autorité qui décide au nom du peuple doit avoir mandat du peuple. Et le président de la République est celui qui est élu au suffrage universel direct sur l'intégralité du territoire national comme unique collectivité. Donc ceci lui permet de bénéficier d'une large légitimité exprimée par l'ensemble des citoyens. Le gouvernement de la République est constitué d'un premier ministre et des ministres qui ne sont pas élus. Ils sont nommés par le président qui s'adosse sur sa légitimité large. Et la Constitution prévoit que ce soit le gouvernement qui soit responsable devant le Parlement et non le président. Alors que le gouvernement n'a pas reçu le mandat du peuple, c'est le président qui a reçu le mandat du peuple. C'est lui qui doit être responsable devant le Parlement. Le président de la Constitution du 25 février 1992 ne peut pas être destitué. Ce qui nous a conduit à l'enlisement de la contestation populaire qui réclamait le départ du président Ibeka. N'ayant pas de procédure de destitution, il ne pouvait pas quitter. Et le Parlement était pratiquement faible. Et l'autre insuffisance qu'on avait dans ce modèle de la Constitution du 25 février 1992, c'est que les mécanismes de désignation des responsables des institutions de la République biaisent le principe fondamental de la démocratie, qui est la séparation des pouvoirs. Il suffit qu'un président élu au suffrage universel direct, président de la République, organise des élections législatives, use des prérogatives du pouvoir pour s'arroger la majorité des sièges au Parlement, pour que l'exécutif et le législatif se retrouvent entre les mains du même homme. Et les membres du pouvoir judiciaire sont désignés concurremment par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Donc de ce fait, les trois pouvoirs se retrouvent entre les mains d'un cartel autour d'un seul homme. La séparation des pouvoirs n'étant pas, la démocratie n'est plus. Et c'est ça, justement, la porte d'entrée des défiances. Qu'est-ce qui est proposé maintenant? Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que nous avons un président de la République responsable devant le Parlement. Un président de la République qui est obligé de venir au Parlement pour présenter l'état de la nation. Un président de la République qui peut être destitué à travers une procédure concurremment portée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons un président de la République qui est justiciable, c'est-à-dire que il est poursuivable pour tous les crimes qui ne relèvent pas de l'exercice de sa fonction présidentielle, et tous les crimes qu'il exerce dans le cadre de la fonction présidentielle, il est poursuivable. Et dès lors qu'il quitte la fonction présidentielle, un mois après, il peut être poursuivable devant n'importe quelle juridiction.
Aujourd'hui, dans cette nouvelle constitution, on n'a pas besoin d'une haute cour de justice constituée par des cols blancs. Non, les tribunaux communs de la République ont la possibilité de poursuivre le président, le Premier ministre. Mais est-ce que vous ne craignez pas une instabilité institutionnelle justement liée à la responsabilité, à la mise en responsabilité du président de la République devant le Parlement? Parce que là, vous y injectez quand même une dose assez forte de parlementarisme. Le principe de la démocratie, c'est qu'à chaque fois que tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme, la tendance humaine naturelle l'amène à en abuser. C'est pourquoi il faut opposer à chaque pouvoir un contre-pouvoir pour que la force stoppe la force quand elle veut abuser de ses prérogatives. C'est exactement cela que nous appliquons. Un président élu sur un mandat qui est un contrat entre lui et le peuple malien doit avoir les leviers nécessaires pour mettre en œuvre ce mandat. Toutefois, dans l'exercice de ce mandat, il est suivi par un parlement bicaméral, le Sénat, constitué de légitimité et d'un certain nombre de personnalités, le Parlement, l'Assemblée nationale, constituée des représentants élus par le peuple dans toutes les collectivités et cercles du pays, et finalement, on se retrouve, bien entendu, avec un président qui est responsable devant les représentants du peuple. Et si d'aventure il se faisait coupable de parjure, de haute trahison, eh bien, il est automatiquement poursuivable. On peut engager une procédure de destitution. Et la Constitution est précise. Dès que la procédure de destitution est engagée, le président n'est couvert par aucune immunité. Alors, dans le cadre d'un parlement bicaméral, quelle responsabilité vous donnez au Sénat? Je dois quand même préciser que le Sénat va être composé d'élus et de non-élus, donc des personnalités choisies par le chef de l'État, j'imagine, pour, si vous voulez, leur responsabilité morale. Comment, mais quel gage de crédibilité? Quel gage de crédibilité et quelle responsabilité finalement ce Sénat-là va jouer en tant que contre-pouvoir, étant donné que majoritairement on pourrait avoir des gens qui sont d'avance acquis à la cause du chef de l'État à l'intérieur. Sans oublier le coût financier énorme pour l'État malien. C'est un grand débat qui a été mené dans toute la sous-région, la fameuse question des deuxièmes chambres parlementaires et l'ostentation potentielle de son budget pour des économies fragiles. C'est un débat qui a été fait. Mais la réalité malienne, comme je vous l'ai dit, nous avons opté pour la souveraineté. Et la souveraineté commence par la capacité de se penser soi-même et de décider par soi-même de ce qui est bon pour soi. Aujourd'hui, nous considérons que l'une des principales insuffisances des constitutions héritées de la Constitution française, c'est l'absence de la nation dans l'État. Vous savez, la nation, ce n'est pas un agrégat d'individus. C'est un ensemble de groupes d'individus. C'est un ensemble de réalités culturelles, politiques, qui ont des liens historiques, qui ont un référentiel, qui ont un système de valeurs. Et cette nation doit être présente dans les institutions de l'État. Et au sein du Parlement, qui est censé être la représentation du peuple, on a l'Assemblée nationale qui est constituée par les représentants des individus, parce que c'est les individus qui sortent pour voter. Mais on a le Sénat dans lequel on a les représentants des légitimités traditionnelles qui nous représentent éthiquement, moralement et identitairement. C'est extrêmement important. Nous avons également certaines personnalités qui ont hautement servi la nation, dont l'expérience est précieuse pour éclairer la gouverne de la République, qui peuvent être désignés pour être sénateurs. C'est une valeur ajoutée qui permet justement cette dialectique entre l'État postcolonial avec ses réalités républicaines et l'État endogène précolonial avec ses valeurs auxquelles le peuple est encore attaché. Et l'autre facteur, l'autre problème déstabilisant, c'est la question religieuse. Aujourd'hui, la question de la laïcité revient au devant de la scène. Ça a été discuté. D'ailleurs, même c'est ce qui a amené d'autres à se dire on ne va pas participer à ce référendum parce qu'ils contestent cette question-là. Aujourd'hui, c'est quoi votre position et pourquoi on ne tendrait pas à aller vers ça? Quels sont les risques, à votre avis, aujourd'hui, dans un Mali quand même qui est assez divisé? Et sur la question, par exemple, de l'exécutif, c'est vrai, il y a Diderot qui disait que l'une a reçu de la nature le droit de commander aux autres. C'est parce qu'on décide à un moment donné de confier le pouvoir à une personne. Ça, quand même, ça fait qu'on a des craintes que Goïta peut-être ne se dise bon, j'enlève la tenue et je me présente. Est-ce que vous pensez aujourd'hui ce scénario-là est possible? D'abord, votre question est un peu complexe, mais je vais prendre le début de la question qui est la poursuite de la deuxième question que Mara a posée. La question de la laïcité. Vous savez, j'ai énormément de respect et d'estime pour la contradiction démocratique.
Sans elle, la démocratie perdrait son goût. Et c'est magnifique qu'on ait ce type de débat contradictoire sur les orientations que le pays a. Et l'arbitrage démocratique nous permettra d'avoir l'option qu'on veut. Seulement sur la question de la laïcité, c'est malheureusement un faux débat. Pourquoi est-ce un faux débat? D'abord parce que la constitution du 25 février 1992, si elle était maintenue, elle comporte la laïcité. Donc, le fait d'empêcher l'avènement de la nouvelle constitution ne règle pas la question de la laïcité si ces gens sont véritablement opposés à la laïcité. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est un faux débat. Deuxième élément qui est extrêmement important à comprendre, c'est que notre peuple est culturellement un peuple tolérant, un peuple de tolérance. Un peuple qui tire vers les autres, un peuple qui appelle à l'union, qui par son institutionnalisation, c'est-à-dire des valeurs sociales, appelle à la cohésion. Et c'est un peuple qui a construit l'unité nationale dans la réglementation et l'articulation de l'interaction de la diversité. C'est-à-dire des particularités qui la composent. Donc, on ne peut pas, sur notre référentiel de base, aller à un régime d'exclusion et d'intolérance. Ça ne répond à aucune logique. Et historiquement, nous avons eu plusieurs formes d'État au Mali. On a toujours eu cette laïcité. Toujours. Ce n'est pas nouveau. Si des gens veulent aujourd'hui, par une obédience nouvelle, je ne sais de quelle origine, imposer au peuple malien une unité de pensée, je pense qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. On va toucher la plaie comme Lamine aime le dire souvent. Il s'est dit que les gens qui tiennent à cette, si vous voulez, ce que la laïcité saute, dont Mahmoud Dicko en tête, il est le chef de file, le ferait pour une raison purement politique. Parce que la laïcité suppose qu'on ne peut pas avoir de formation politique à obédience religieuse. Or, eux, dans leur choix, dans leur vision, voudraient lorgner le pouvoir, mais à travers une formation politique d'obédience religieuse comme les frères musulmans dans plusieurs pays du Maghreb. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cela la peur de ceux qui disent non, il faut qu'on maintienne la laïcité? Et est-ce que vous êtes même au courant de cela? Alors, vous savez, les ambitions politiques sont légitimes et se constituent des droits garantis par la Constitution. Que ce soit la Constitution en vigueur ou celle aujourd'hui soumise au référendum, eh bien, les deux garantissent justement la liberté politique. Pour un leader religieux ou tout simplement n'importe quel type de citoyen qui veut rentrer en politique, les voies sont claires. Vous pouvez aller individuellement, vous pouvez aller à travers un parti politique ou à travers une association politique. Ouais. Il n'y a pas d'obstruction à ça. Les grandes gueules. Donc, si c'est l'ambition politique qu'ils ont, c'est légitime, ils ont le droit d'être ambitieux politiquement, ils ont le droit d'être candidats, mais par les voies prévues par la loi. Maintenant, dire qu'on va créer un parti politique religieux au nom d'une religion, cela ne saurait être acceptable. Parce que d'abord, tous ceux qui sont dans une même religion ne partagent pas forcément le même avis politique. Ouais. Ça commence par cela. D'accord. Alors, l'autre question qui revient le plus souvent dans les pays en transition, c'est bien la volonté de ceux qui portent le pouvoir de la transition, les militaires au pouvoir, c'est leur ambition d'ôter la tenue pour aller en civil et aller briguer une mandature. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté du Mali, vous regardez Assimi Goïta de cet œil? Cette volonté est-elle exprimée ou en tout cas voilée à vos yeux? Si il le tentait, qu'est-ce qui pourrait être la position aujourd'hui au Mali? Merci beaucoup. Je crois que c'est une question rhétorique qui a commencé à se poser depuis l'avènement de la transition, depuis le début de la transition. Pour moi, encore une fois, nous partons sur la base de la souveraineté. Elle est valable au niveau national comme au niveau individuel. La décision d'aller appartient au colonel Assimi Goïta en personne. Maintenant, conformément à l'orientation politique du pays, il faut retenir que le militaire est un citoyen, à la différence qu'il est en uniforme. Et le fait de porter l'uniforme ne lui ôte pas ses droits civiques. La loi au Mali, que ce soit dans l'ancienne constitution ou dans celle proposée aujourd'hui au référendum, prévoit qu'un militaire qui veut entamer une carrière politique se soustrait à la fonction militaire et revienne à son statut originel qui est le statut de civil. Et cela dans un délai requis.
Et si cette condition est remplie, alors il peut concourir librement comme les autres à l'exercice du pouvoir. Donc, maintenant, l'application de cela, ça dépend du choix politique de la personne concernée. Qu'est-ce que les autorités de la ont pris comme engagement au départ quand ils ont renversé le président Ibeka? Parce que ici, ce qui a été dit, c'est qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Qu'en est-il chez vous? Chez nous, ça n'a pas été dit ainsi. D'abord, le CNSP a été un organe d'exception pour permettre l'installation de la transition. Il y a une différence entre la transition au Mali et la transition en Guinée. La transition au Mali est une transition constitutionnelle et démocratique. La transition en Guinée est une transition qui a suspendu la constitution pour installer une période d'exception. C'est différent en termes de régime politique, en termes de réalité. Et c'est pour cela d'ailleurs que la constitution du 25 février 1992 est en vigueur. Parce que c'est elle qui prévoit à travers son titre 13 l'avènement de la transition selon les modes prévus à l'article 122 qui convoque les forces vives de la nation pour que par le consensus national, des organes de transition mis en place remplacent les institutions défaillantes et dont la défaillance des mécanismes constitutionnellement prévus. Et lors de cette charte de transition, bien entendu, il a été demandé à ce que le président de la transition, le vice-président de la transition et le président du Conseil national de transition, ainsi que le Premier ministre, ne puissent pas être candidats aux élections présidentielles. C'est clair dans la charte de transition, qui cohabite avec la Constitution. Maintenant, nous partons dans une nouvelle Constitution. On ne fait pas de révision, on fait une réforme. La charte de transition existe en fonction de la Constitution du 25 février 1992 qui lui permet d'exister. Lorsqu'on fait une réforme constitutionnelle et qu'on vient dans le régime d'une nouvelle Constitution, bien entendu, c'est ce régime qui prévaut. Maintenant, le débat peut se faire entre le juridisme et le politique. En gros, Goïta mais les réalités, c'est cela. En gros, Goïta peut être candidat. S'il décidait d'être candidat aux élections présidentielles, sur la base de cette constitution, si elle passe, il va devoir quitter la fonction présidentielle 3 mois avant les élections. Mais selon aussi d'autres textes, il y a un autre délai pour ce qui concerne les militaires qu'il devra aussi respecter. Bien. Mais vous qui êtes dans son camp, vous qui êtes dans son camp, c'est quoi aujourd'hui votre ambition? Vous savez, moi, mon ambition, c'est que notre pays retrouve sa souveraineté, qu'il s'affranchisse. Qu'est-ce que vous voulez que Goïta fasse au terme de la transition? La question, c'est bien celle-là. Pour moi, la question n'est pas une question d'homme, d'individu. C'est une question de vision. Mais ça porte, bien sur lui. Non, j'arrive. C'est pas une question d'individu, c'est une question de vision. Le colonel Assimi Goïta est aujourd'hui le président de la transition parce qu'il a été désigné par un ensemble pour être président de la transition. Le CNSP, ce n'était pas un seul individu. Aujourd'hui, il est là parce que le peuple malien croit en ce qu'il est en train de faire. Parce que l'action qu'il a entreprise a eu un écho favorable. Et pour l'avenir? Maintenant, la décision d'être candidat ou de ne pas être candidat dépend de lui. Mais qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, la vision pour laquelle nous nous battons doit se poursuivre et nous devrons trouver la personne qui doit... Je vais vous poser la question. Attendez. Lamine, je veux poser cette question autrement. Candidat, je ne sois pas candidat. Je veux poser cette question autrement. Ce que dit Jacques, ça, les grandes gueules, m'inspire ceci. Les grandes gueules. Il y a 2 ans, on ne va pas dire la junte, les autorités de la transition malienne disaient on ne peut pas organiser les élections maintenant. Il faudrait qu'on puisse tenir les élections sur tout le territoire technique, sur tout le territoire national. Bien sûr. Aujourd'hui, le référendum a montré, malgré quand même le nombre assez réduit des incidents, mais qu'il y a quand même certaines parties du territoire où on ne peut pas tenir normalement un scrutin. Ça, c'est un. Deuxièmement, la question militaire n'est pas encore réglée. 3, le Mali s'inscrit désormais, soulève désormais une question dont la dimension géopolitique va forcément engager l'État malien dans une sorte de bras de fer pendant les 2 ou 3 prochaines années à venir. C'est clair, parce qu'aujourd'hui on demande le départ par exemple de la MINUSMA, ça ne va pas se faire en 2023. Sûrement ce sera 2024, fin 2024, voire 2025. C'est assez lent pour y arriver. Est-ce qu'au regard de tout ceci, vous ne vous dites pas
que Goïta est l'homme de la situation. Il a commencé, il a amorcé cette transition. Dans cette phase-là, il faut lui donner la chance de terminer également ce travail parce que de toutes les manières, l'État malien, sur le plan militaire, n'est pas encore prêt. On en vient à la vision dont vous parliez. Les grandes gueules. C'est que la réforme, les réformes institutionnelles comme la réforme du secteur de la sécurité au Mali n'est pas un travail conduit par un individu. Non. Je veux que vous compreniez que le peuple malien a décidé de faire advenir une nouvelle ère de gouvernance. Donc ça veut dire que... Il y a une élite abonnée à cette vision qui travaille à ce que ça puisse se réaliser. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est l'un des plus illustres acteurs de cette vision. Il a la chance et le privilège d'être aujourd'hui le président de la transition, que tout le monde suit. Et Dieu merci, son action a eu l'écho qu'il faut. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il lui appartient individuellement de décider de soustraire à la fonction militaire. Et s'il fait ce choix, quelle serait voilà, c'est ça votre position à vous. Au-delà du juridisme, l'aspect moral, s'il fait ce choix, parce qu'il faut quand même éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'homme providentiel, c'est-à-dire que sans lui, le Mali va s'effondrer. Après, on va mettre ça dans la bouche des hommes comme vous pour légitimer un peu cette candidature, pour dire ah, c'est les jeunes, c'est les femmes, c'est les hommes qui ont dit il faut moi. Vous, en tant que Malien et leader d'opinion, est-ce que vous accepterez quand même cela? Et l'autre chose à ajouter à cette question, c'est la crainte de créer, de donner des idées à d'autres militaires, d'autres officiers qui se diraient s'il l'a fait, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne le ferai pas? Vous savez, je ne voudrais pas par mégarde laisser insinuer des choses dont la responsabilité ne me revient pas. Bien. La responsabilité de décider d'être candidat appartient au colonel Assimi Goïta. En tant que citoyen, tout librement, je prendrai toujours mes décisions conformément à mes convictions. Moi, je suis un homme de vision. Mon combat a commencé depuis que j'étais au lycée. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours été cohérent par rapport à mes positions. Et tant que mes convictions rencontrent une position, je la prends. Quand elles se distendent, je prends mon chemin. Bien. Ça restera toujours le cas. Mamadou Diarra est notre invité ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. L'émission a des rubriques et on va essayer de passer à cette rubrique. Et puis après, il y aura jeu de photos parce que vous découvrez évidemment. On est un petit peu à la malienne ce matin. Les Grandes Gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Est-ce qu'il vous a convaincu? Vous allez donner une note évidemment à notre invité ce matin. On vous posera des questions oui et vous répondez par oui ou non. Hein? Et c'est ça un petit peu le jeu. Allez-y, Jacques Lewaleno. Oui ou non? Oui ou non, après ce référendum, les élections ne pourraient pas tarder au Mali. Je n'ai pas bien compris. Oui ou non, après ce référendum, les autres élections ne devraient pas tarder au Mali. Oui, elles ne devraient pas tarder. Voilà. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Oui ou non, le peuple malien aujourd'hui se cherche dans la galère à cause de cette transition qui ne semble pas finir? Non. Non. Allez-y, Diba. Oui ou non. Voilà. Oui ou non, Goïta, candidat pour la présidentielle de 2024, est le cheval sur lequel il faut miser pour un Mali réconcilié avec lui-même et une intégrité territoriale recouvrée. Oui ou non? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc, Joker. Il a raison. Ah, Diba. Diba avec ses pots de banane. Vous l'avez utilisé. Hein? Voilà, c'est un seul joker. Oui, c'est ça, vous l'avez utilisé. Ouais. Oui ou non, la question sécuritaire au Mali est un combat de longue haleine. Avoir la victoire, c'est pas pour demain, c'est pas pour peut-être 5 ans, 10 ans. Oui ou non? Oui. Allez-y, Mohamed. Oui ou non? L'imam Diko est un frustré qui soulève à tort la question de la laïcité. Oui ou non? Le joker, je le rappelle, est déjà utilisé. Il n'y a plus de joker. Alors je dirais oui. Oui. Allez-y, Jacques. C'est vraiment une question sur Mabou. Oui. Je n'attendais pas ça. En tout cas, je voulais poser la question. Est-ce qu'il vous surprend? Non. Non.
Il ne vous surprend pas. Non. Lamine, peut-être que là, il faut déroger au principe du oui ou non. Oui, parce que là, ce qu'il dit là, on aimerait bien comprendre. C'est quand même quelqu'un qui, si vous voulez, défendait la laïcité il y a un moment sur les plateaux de télé et qui aujourd'hui se met au devant de la scène pour dire on ne veut plus de la laïcité. Vous avez dit en répondant à la question de Mohamed Mara qu'il est frustré, mais qu'il ne vous surprend pas. L'avez-vous compris comme ça depuis toujours? En fait, si vous voulez que je donne mon avis, par principe, en général, je ne me prononce pas sur les individus. Je me prononce sur les idées, en général. Mais je ferai exception pour les grandes gueules. L'imam Mahmoud Dicko est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Mais c'est quelqu'un qui a son orientation. Il a, on va dire, il allie le cultuel et le politique en prenant le capital sympathie du cultuel pour faire avancer des positions politiques derrière lesquelles il a ses calculs. Donc ça veut dire que son discours s'adapte aux intérêts qu'il a et aux positions qu'il veut défendre. Ça ne me surprend pas qu'il ait défendu la laïcité hier et qu'il défende le contraire aujourd'hui. Bien. Du tout. Et je profite pour, à la question à laquelle j'ai répondu, dire que pour moi aujourd'hui, l'opposition à la laïcité est un non-sens. Objectivement, c'est un non-sens. Et il ne participe qu'à faire valoir une position politique. Parce que l'imam Mahmoud Dicko a quand même été, au début de cette transition, l'homme fort de la transition, qui a participé au choix des autorités de la transition, parmi lesquelles le Premier ministre, des ministres. Si en cours de chemin, les chemins se sont distendus, je ne connais pas les raisons. Aujourd'hui, il prend des positions, surtout avec des arguments qui sont injustifiés, parce que même si la nouvelle constitution ne venait pas, la laïcité contre laquelle il se bat restera parce qu'elle existe dans la constitution en vigueur. Donc pour moi, c'est un non-sens. Bien. Allez, nous allons continuer l'émission, évidemment, mesdames et messieurs, avec toujours notre invité et cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Une personnalité politique guinéenne. Sauf qu'on fait exception ce matin, évidemment, dans les grandes gueules sur Radio Espace. Mohamed Mara, première photo. Dao. Qu'est-ce que vous en pensez? Un officier respectable qui a servi le pays à haut niveau. Il a été l'aide de camp du président Moussa Traoré au moment où l'État était ferme. Malheureusement, son passage en tant que président de la transition a révélé qu'on peut être un grand officier sans être un grand président. Allez-y, Mohamed. Aliou Boubacar Diallo. Un homme extrêmement brillant, très fort économiquement parlant, qui aime le Mali, qui a une vision pour le Mali, qui se bat, mais qui, du point de vue politique, je pense, n'a pas encore trouvé les armes qu'il faut et la voie qu'il faut. Maître Mamadou Ismaïla Konaté. Brillant avocat, excellent ministre de la Justice et un bon leader. Soumaïla Boubaï Maïga. Un homme fort qui a su à un moment donné défendre le Mali et dans sa gouverne a fait, on va dire, beaucoup d'heureux, mais il a aussi beaucoup inquiété. Ouais. Et finalement, un homme que nous regrettons. Le colonel Abdoulaye Maïga. Abdoulaye. Brillant officier. Ok. Qui s'est révélé un homme extrêmement efficace. L'organisation de la tenue de ce référendum en est l'une des plus grandes illustrations. Le fonctionnement du gouvernement au moment où le Premier ministre actuel était malade en est une autre illustration. Et c'est un homme calme, serein, discret, qui s'assume. Ibrahim Boubacar Keïta. Pardon, allez-y madame. Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta, un grand amoureux du Mali, qui a toujours ambitionné de faire du Mali, on va dire, de mettre le Mali à l'image de l'empire du Mali, mais qui malheureusement n'a pas été capable de constituer une force politique autour de lui. Le RPM, moi je ne l'ai jamais considéré véritablement comme un parti politique, je l'ai toujours considéré comme un club d'amis.
Et quand les gens ne sont pas unis autour d'une vision pour le pays, mais plutôt par l'adhésion à un individu, après quand on a le pouvoir, on a beaucoup de difficultés à repartir les rôles et à gouverner le pays comme il se doit. Et je pense qu'il a été victime justement de cette défaillance politique de son organe et de la majorité qu'il a constituée autour de lui. Assimi Goïta. Un officier brillant, patriote, très volontaire, un homme qui s'assume, qui est très discret et quelqu'un qui a réussi quand même à rendre possible un rêve que nombre de peuples d'Afrique considéraient encore comme impossible. Et je pense que Assimi Goïta aujourd'hui est une référence pour toute la jeunesse africaine et peut-être même une référence pour le monde parce qu'il a prouvé qu'on peut gouverner un pays en restant à l'intérieur. Il a prouvé qu'on peut gouverner un pays en se focalisant sur les ressources internes et en priorisant les intérêts internes. Et il a prouvé que la jeunesse, la tenue, n'empêche pas d'être plus efficace que les plus grands professeurs des plus grandes formations politiques. Le plus grand leader que l'Afrique a connu dans son histoire. Eh ben, ouais. C'est ce que je pense. Ouais, évidemment. Omar Mariko. Omar Mariko est un vrai révolutionnaire. Quelqu'un qui a sacrifié beaucoup, qui s'est battu énormément, qui a été toujours présent aux côtés des populations maliennes. Mais malheureusement, il a toujours eu du mal à faire la transition entre le syndicaliste estudiantin et l'homme politique. Un peu comme Alpha Condé. En ce que contester est une chose, mais gouverner politiquement, c'est être capable de concevoir un modèle et de le proposer, quelque chose auquel les gens peuvent s'abonner. Bien, c'est là où il a toujours flanché. Comment il s'appelle notre machin sous-régional là Ambalo, la sœur Aminata Traoré. Aminata Draman Traoré. Quelqu'un qui m'a énormément impressionné et qui a influencé d'ailleurs mon obédience politique quand j'étais encore plus jeune. J'ai lu son livre Le viol de l'imaginaire quand je faisais la 11e année au lycée, ensuite l'Eto. Et j'ai découvert à travers elle l'altermondialisme et ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. La seule chose que je trouve un peu dommage avec elle, c'est l'extrême rigidité, l'absence de flexibilité. L'humanité ne vit pas d'une seule idée. Et la vie en commun demande de faire un pas vers l'autre et perdre une partie de soi. Quand on n'est pas capable de faire cela, on peut difficilement cheminer longtemps avec les autres. Bien. La CEDEAO, l'instance sous-régionale. Une belle initiative qui devait fédérer les peuples d'Afrique, créer les conditions de sécurité, d'épanouissement de nos peuples, qui malheureusement a fini par devenir un instrument entre les mains des puissances coloniales pour maintenir nos pays sous le joug. Et qui s'est totalement dévié des raisons de sa création. Voilà, allez, c'est bien dit. Donc un machin. Ouais. Donc un machin, finalement. Oui, si vous voulez, mais un machin au service de l'autre. Oui. Alors, on va faire une exception ce matin parce qu'on a parlé de Wagner tout à l'heure. Vous n'étiez pas d'accord sur certains propos évidemment qu'on évoquait ici. On a cet élément que nous allons diffuser. Vous allez nous dire un petit peu votre avis là-dessus. C'est un coup de projecteur évidemment parce que le Mali est situé dedans. Si vous dites que tel n'est pas le cas, là ça devient compliqué. On va essayer de partir avec la régie. C'est une enquête de France 2. On va regarder ça attentivement et derrière, vous remettrez avec les commentaires là-dessus. On regarde ça. Si vous êtes prêts, à la régie. De Wagner, on connaît surtout ces dizaines de milliers de mercenaires russes, notamment sur le front ukrainien. Mais leur patron, Evgeny Prigojine, est en fait à la tête d'un empire économique tentaculaire. Une multinationale avec des sociétés prête-nom, dirigées par ses lieutenants, implantées dans des dizaines de pays. Elles sont accusées de s'accaparer les ressources et font fructifier des centaines de millions. Evgeny Prigojine est parti de rien pour devenir l'un des oligarques les plus riches, les plus proches du pouvoir russe. Il ne faut jamais oublier que Evgeny Prigojine, il est sorti de 8 ans de prison et il a commencé en vendant des hot dogs dans la rue. C'est un entrepreneur, c'est un self-made man qui a à la tête de centaines de sociétés et qui a des contrats extrêmement juteux avec l'administration russe qui lui permettent d'avoir un revenu quand même de fonds continu et important. Wagner opérerait dans une vingtaine de pays. Là où le groupe intervient, des intérêts économiques ne sont jamais loin. La Syrie est l'un des pays les plus rentables. Pour chaque puits de pétrole sécurisé,
il récupérerait 25% des profits. Rien qu'en 2021, des bénéfices déclarés à plus de 80 millions d'euros. En Afrique, la milice offre ses services de sécurité. Se fait payer argent comptant, 10 millions par mois par la junte au Mali selon les services américains. Ou elle est rémunérée en concessions minières. Or, pétrole, bois, diamants. Au Soudan, les preuves de l'aide militaire apportée par Wagner via la Libye s'accumulent. En échange de leur soutien, le général Hemeti leur offrirait l'accès à ces mines d'or. Mais c'est en Centrafrique que les méthodes de Wagner sont les plus rodées, les plus impitoyables aussi, selon cette journaliste. On a eu des témoignages de gens qui nous disaient qu'ils allaient attaquer les mines artisanales, ils tuaient les mineurs, et même ils piégeaient les corps pour que ceux qui reviennent, qui venaient retirer les corps explosent. Voilà, ils se font de l'argent partout, où ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent. La junte leur a donné les clés en 2018 de la plus grande mine d'or du pays, Ndasima. Ces images satellites l'attestent. Depuis que Wagner contrôle la zone, les cicatrices dans le paysage se multiplient, signe que les infrastructures minières se développent. Selon les experts, cela pourrait leur rapporter à terme 1 milliard d'euros. Ils se servent du port de Douala comme base arrière, de l'aéroport de Bangui comme porte de sortie. Ils y ont un accès prioritaire, sans contrôle, sans douane. Cet avion décolle 2 fois par semaine, rempli de marchandises, direction Dubaï, plaque tournante du système Wagner. Puis toute cette richesse est acheminée en Russie. Ils ont cette idée de développer des tentacules. Ça leur coûte pas grand-chose. Donc oui, on est dans un système de prédation qui est très clair, qui est très net. On dit que pour repérer la présence de Wagner dans un pays, il faut observer les allées et venues des géologues russes. Signe avant-coureur que Prigojine a flairé une nouvelle bonne affaire et va faire intervenir ses mercenaires. 10 millions d'euros par mois. Apparemment, c'est ce que vous donnez à Wagner. Selon ce reportage des compatriotes de Lamine Guirassy. Vous savez, rien qu'à voir la nature du reportage, la forme par laquelle elle a été conçue, vous êtes un homme de médias et chevronné de surcroît, vous comprenez bien les biais dans la formation de ce reportage. Et aucune source n'est citée, aucune preuve n'est donnée. Si, les sources sont citées. On dit selon les Américains. Ben écoutez, les Américains ne sont pas au Mali. Ben non. Les Américains ne sont pas maliens. Donc c'est faux. Est-ce que quelqu'un a pu sortir une preuve, un document? Le jour où le Mali a accusé quelqu'un, nous avons demandé là où il faut de créer les conditions pour que nous présentions nos preuves. Et nous avons toujours demandé à ceux qui nous accusent d'avoir ça, d'apporter des preuves. Mais on attend encore faut-il qu'on nous donne l'opportunité de les présenter. C'est cela qu'on a demandé, c'est tout. Est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que voilà, Lamine, est-ce que l'État malien est obligé quand même d'attendre cette tribune des Nations Unies? Vous avez tellement de canaux, vous savez, pour quand même sortir, exhiber quand même aujourd'hui ces preuves-là. Vous savez, l'épouse d'Alpha Omar Konaré a écrit un livre qui s'appelle L'os de la parole. Et dans ce livre, elle dit que la parole a 3 ennemis. Être dite où il ne faut pas, être dite quand il ne faut pas, et être dite par celui qu'il ne faut pas. Nous voulons dire ce qu'il faut, où il faut, par celui qu'il faut. Donc, prochain rendez-vous devant le Conseil de sécurité encore? Nous sommes prêts. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Mouamadou, d'être passé nous voir ce matin. On va voir votre note à la fin de l'émission, évidemment, avec Aïssatou Sané, qui nous rejoint dans un instant. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, voilà, j'espère que les auditeurs ont voté, évidemment, ma grande Sané. Elle est avec nous, évidemment, pour, on me guette libérer. dans le studio. Ouais. Alors, ça s'est joué aujourd'hui particulièrement entre 2 personnes. Daouda Mohamed qui a pris 2 murs et puis notre mur du jour qui en a pris 5. Suivez mon regard. Ouais. Mohamed Mara. Vous savez, j'adore les retours comme ça. Mohamed Mara est le mur du jour. Ouais. Mais je me suis fait un club d'amis. Vous savez, hein? Mais vous allez voir dans les semaines à venir, parce que l'actualité politique guinéenne va s'accélérer. Et tu peux me croire, je vais ramasser les murs pendant, je vous promets que pendant 3 mois, je vais prendre les murs. Pour rajouter à ton mur, quelqu'un nous a demandé de t'apporter un verre d'eau pour que tu puisses redescendre sur terre. Non, Lamine. D'accord, il m'attend où? On arrivera avec ce dossier dans les jours à venir. Il s'agit bien de l'école de police de Bofa, où il y a aujourd'hui 300 et quelques agents, tous sortant d'université.
mais qu'on est en train, en tout cas de ce qu'on apprend, qu'on est en train de former pour être brigadier. Alors que selon les textes de loi en la matière, lorsque vous êtes diplômé en licence, maîtrise, ainsi de suite, il y a les grades qui conviennent à cela. Mais le plus grave dans cette situation, c'est qu'on demande aux élèves de se prendre en charge pendant leur période de formation, alors que ça doit exister sur les prévisions budgétaires du département de la sécurité. Bien. Et le dossier, on est en train de suivre. Merci beaucoup, Daouda. Voilà, on note 17,50 ce matin, 1 sur 20. Notre invité, les auditeurs, évidemment. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Hein. C'est vrai. Ouais, félicitations. 17,50. Convaincant. C'est énorme. En fait, quand je l'écoute, je vois notre Ali Ouba ici. Des jeunes qui ont de la poigne, qui sont tranchants. Bravo. Voilà. Bravo. Bonjour à Imam Diko, forcément, qui regarde la télé en ce moment, du côté du Mali. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour le même plaisir. Grand merci à toutes nos équipes, à la régie, à Mafata Sano, à Mali Sila Poutine, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mohamed Diaby a géré ici la radio. Grand merci à vous tous. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.